Au Sénat, la Commission des Affaires étrangères auditionne l'expert en stratégie Pierre Razou afin d'analyser l'évolution de la guerre au Moyen-Orient et les scénarios possibles pour la suite du conflit. Pour suivre les auditions et les analyses géopolitiques, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche pour recevoir les notifications et ne manquer aucune vidéo. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, que je remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation sous très faible préavis, puisque je crois qu'on a échangé pas plus tard que lundi, sous faible préavis, comme diraient nos armées. Monsieur Razou, vous êtes l'auteur de travaux de référence, notamment la guerre Iran-Irak, première guerre du Golfe, 1980-1988, et de Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, qui témoigne d'une connaissance des dynamiques stratégiques profondes à l'œuvre tant en Iran qu'en Israël. Votre double expertise à la fois historique et contemporaine nous sera particulièrement précieuse à l'heure où les événements se précipitent. Nous avons souhaité vous entendre afin d'éclairer notre commission sur la séquence d'une gravité exceptionnelle qui s'est ouverte ces derniers jours au Moyen-Orient. Samedi dernier, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes massives, présentées comme préventives dans le cadre de l'opération Fureur épique côté américain et Rugissement du lion côté israélien. Si cette offensive ne constitue pas une surprise absolue, Washington ayant déjà ciblé plusieurs installations nucléaires iraniennes en juin 2025, lors de l'opération Marteau de minuit, et déployé ces dernières semaines un dispositif militaire massif au Moyen-Orient, elle est toutefois intervenue alors même que la diplomatie semblait encore à l'œuvre. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Al-Boussaidi, médiateur des négociations entre les États-Unis et l'Iran, indiquait à l'issue du dernier cycle de discussions à Genève le 26 février qu'un accord paraissait à portée de main. L'administration américaine, sous l'autorité du président Donald Trump, a dans un premier temps présenté cette campagne comme brève, circonscrite, susceptible de s'achever en 4 semaines ou moins. Une telle hypothèse vous paraît-elle crédible et au regard des précédentes guerres menées dans la région et de la profondeur stratégique de l'Iran ? Dès le premier jour, l'élimination de l'ayatollah Khamenei a marqué une rupture historique. Nous savons que le système institutionnel iranien est conçu comme un régime polycentré, redondant, structuré autour de centres de pouvoir multiples, religieux, militaires, judiciaires et politiques, précisément pour garantir sa résilience face aux crises. Le conseil de direction provisoire a été mis en place, comprenant notamment le président Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire Mohseni Edji, ainsi que le dignitaire religieux Arafi, membre de l'Assemblée des experts et du Conseil des gardiens. Quel scénario d'évolution institutionnelle et politique peut-on raisonnablement envisager ? La contestation intérieure amorcée fin 2025 et brutalement réprimée en janvier peut-elle dans ce contexte déboucher sur une dynamique de basculement ? Ou faut-il au contraire anticiper un réflexe de consolidation autoritaire autour des gardiens de la révolution ? La riposte iranienne, pour sa part, semble s'inscrire dans une logique tous azimuts. Frappe en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï, au Koweït, à Bahreïn, à Oman, en Irak. Frappe israélienne au Liban contre le Hezbollah, attaque de drones ayant touché la base navale française à Abu Dhabi et une installation britannique à Chypre. Sommes-nous face à un engrenage régional susceptible de conduire à un embrasement généralisé ? Quelle est selon vous la probabilité d'une extension durable du conflit, impliquant directement ou indirectement l'ensemble des puissances du Golfe, voire les grandes puissances extérieures ? Dans ce contexte, comment éviter une escalade incontrôlée ? Quels canaux diplomatiques demeurent crédibles ? Les médiations régionales sont-elles encore un espace d'action ? Et au-delà, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont indiqué être prêts à conduire, le cas échéant, des actions défensives pour neutraliser certaines capacités militaires iraniennes. Comment analyser cette posture ? S'agit-il d'un signal de dissuasion, d'un alignement stratégique ou d'un risque supplémentaire d'internationalisation du conflit ? Mes chers collègues, et à titre exceptionnel, en raison des circonstances liées à la guerre au Moyen-Orient, les membres de la Commission peuvent participer à cette audition en visioconférence. Je rappelle également que nos travaux sont captés et diffusés en direct sur le site internet du Sénat. Et que cette réunion exceptionnelle a été autorisée par la présidence, puisque en période de suspension des travaux parlementaires, nous ne pouvons normalement pas réunir la commission en visio. Monsieur Razou, notre commission a abordé à de nombreuses reprises ces dernières années la recomposition du Moyen-Orient. Avons-nous basculé dans un moment de décomposition ou d'implosion ?
Dans ce moment d'extrême tension internationale où les équilibres régionaux et stratégiques semblent vaciller, nous comptons sur votre éclairage pour nous aider à comprendre les logiques à l'œuvre, les scénarios plausibles, les marges de manœuvre encore ouvertes à l'action diplomatique. Je vous laisse la parole et ensuite mes collègues en visio ou en présentiel auront l'occasion de vous interroger. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci pour votre confiance. Alors, je ne vais pas... J'essaye de passer... Si vous pouvez me passer la carte. Ça a eu marché. Je ne vais pas revenir sur le déroulé des opérations de part et d'autre que j'ai résumé sur la carte qui va bientôt s'afficher et que vous avez devant vos yeux. Je voudrais plutôt vous expliquer et vous dire ce qui m'a marqué pendant ces 5 jours et comment je comprends la suite et quel scénario j'envisage éventuellement pour après. Je crois qu'il faut rester extrêmement prudent et éviter tout triomphalisme. Ce que je constate, d'abord, c'est que Donald Trump, qu'il se soit fait ou non forcer la main pour attaquer l'Iran, qu'il l'ait voulu, qu'il l'ait subi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est Benyamin Netanyahou qui empoche les gains. Le Premier ministre israélien a torpillé préventivement tout accord entre les États-Unis et l'Iran. C'était son cauchemar absolu. Il a ce que les Israéliens appellent éliminé la tête de la pieuvre en éliminant donc le guide suprême Ali Khamenei. Il a affaibli considérablement l'Iran, à la fois dans son programme nucléaire et dans son programme balistique. Et on imagine bien qu'à échéance, les Iraniens auront beaucoup moins de moyens d'action et de prise sur Israël. Et enfin, il a fait diversion sur ses difficultés intérieures, difficultés politiques, difficultés judiciaires. Donc je pense qu'il a carton plein. Je pense aussi que les objectifs d'emblée d'Israël et des États-Unis sont différents et ne sont pas forcément compatibles. Les objectifs affichés des États-Unis, c'était clairement le changement de régime, la neutralisation définitive du programme nucléaire, durable du programme balistique, et l'élimination de tout ce qui était susceptible de menacer militairement la navigation commerciale dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Pour faire simple, permettre l'évacuation du flux d'hydrocarbures en direction de partout. Du côté israélien, ma compréhension, c'est que au-delà des objectifs que je viens d'énoncer et donc qui, je pense, ont déjà été en grande partie atteints par les Israéliens, si la situation en Iran est chaotique et fragmentée, ça suffit amplement aux objectifs de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément à faire tomber le régime, il cherche à le fracturer encore plus et à l'affaiblir encore plus. Un petit peu comme ça s'est passé en Irak et en Syrie, pour éviter les problèmes directement chez lui. Tous les problèmes connexes qui surviendraient ensuite dans les voisins d'Iran, c'est pas le problème d'Israël. Sur le plan des frappes, je pense que ce que j'ai vu, ce que j'ai compté, c'est qu'on voit à peu près 2 tiers de frappes côté américain, 1 tiers côté israélien. Ça donne un aperçu et une idée du volume de forces engagées et de l'effort militaire impliqué par les 2 belligérants de ce côté-là. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que la riposte iranienne est à la fois étendue, puisque au moins 8 pays ont été touchés, mais limitée en intensité. Limitée peut-être parce que tout simplement les Iraniens ne peuvent pas faire, le régime iranien ne peut pas faire autrement, parce qu'il est en permanence survolé par l'aviation américaine et israélienne, par les satellites observés. Donc en fait aujourd'hui, Israël et les États-Unis agissent, on va dire, en open space au-dessus de l'Iran. Donc soit ils ne peuvent pas, soit ils ont compris qu'il fallait garder des munitions pour plus tard. Donc ils économisent leurs missiles. Et le plus probable, c'est que c'est et l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne peuvent pas, et dans tous les cas, de toute façon, ils ont besoin d'économiser les missiles pour pouvoir faire durer le conflit. J'y reviendrai après. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que pour l'instant, ni les frappes américaines, ni les frappes israéliennes ne touchent l'infrastructure pétrolière iranienne.
Chacun communique, enfin les belligérants des deux côtés communiquent sur à peu près ce qu'ils essayent de taper, ce qu'ils ont frappé, ce qu'ils ont touché, mais il n'y a pas un mot sur les hydrocarbures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma compréhension, c'est que Donald Trump a imposé, mais fortement, à Netanyahou, ça devait être la contrepartie de j'y vais, oui, mais on ne touche pas au pétrole. Pourquoi? Parce que là, très certainement, il y a de très fortes pressions des monarchies du Golfe, mais aussi des Européens, des Asiatiques et de la Chine sur le flux pétrolier, même s'il passe par Bab el-Mandeb au lieu de passer par Hormuz, même s'il est plus cher, doit continuer à agir. Je pense que du point de vue américain, ne pas taper pour l'instant les hydrocarbures iraniens, c'est préserver l'avenir, notamment en termes de business, parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, après tout, si on arrive, même si c'est dans 6 mois, 1 an, à un accord avec les Iraniens, peut-être qu'on sera content de pouvoir justement bénéficier sur le pétrole iranien. Et puis surtout, c'est aussi un moyen de pression, je vais y revenir, c'est sur la Chine. C'est pour dire aux Chinois, regardez, on contrôle le pétrole du Venezuela, à peu près 4-5% des importations chinoises. Là, le pétrole de l'Iran, vous allez avoir beaucoup de mal à l'avoir, à peu près 12-13% des importations chinoises. Mais si on le détruit, quelque part, c'est plus dans l'équation, c'est plus dans la balance de la négociation. Alors que si on le maintient, on peut faire pression et on peut négocier. Je crois aussi que c'est perçu du point de vue américain comme contre-productif par rapport à la population iranienne, c'est-à-dire qu'on peut difficilement, du point de vue de Washington, dire à la population soulevez-vous et prenez le contrôle du pays, et en même temps leur casser pour l'avenir leur source de richesse pour comment vous allez vous en sortir. Ce qui m'amène à penser qu'il y a le conflit entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, mais il y a un autre conflit qui se joue encore bien au-dessus, c'est la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Et ce conflit s'inscrit clairement aussi dans cette rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle que le président Trump doit se rendre à Pékin à la fin du mois de mars et qu'il va y aller sûrement avec un certain nombre de billes à négocier avec son homologue chinois. Ce qui m'a marqué aussi, alors là c'est plus en termes de communication, c'est que ce sont les Iraniens qui communiquent et les Américains et les Israéliens qui verrouillent l'information. C'est intéressant parce qu'en juin c'était le contraire. En juin 2025 c'était le contraire. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que cette fois-ci les drones font mouche. C'est-à-dire que pendant la guerre des 12 jours en juin 2025 et pendant les différents épisodes de frappe mutuelle en 2024 entre Israël et l'Iran, systématiquement tous les drones étaient quasiment détectés et détruits avant de parvenir sur leur cible. Aujourd'hui, il y a un pourcentage malgré tout pas élevé mais réel de drones qui arrivent à destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement c'est le cas parce qu'en fait ils sont tirés à relativement courte distance. Donc auparavant c'était Israël-Iran, c'est 1600 km. Donc 1600 km, même de nuit, vous avez les temps de les détecter, de les intercepter et de les détruire. Là, quand ça part d'un côté à l'autre du golfe Persique, que ça vole au ras de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué à intercepter. Donc ça veut dire qu'on est dans une phase où de nouveau les drones redeviennent probablement utiles. Probablement aussi parce que le bouclier antimissile, on va dire à la fois israélien et golfien, des monarchies du Golfe, est clairement orienté pour arrêter les missiles balistiques. Parce que c'est présenté comme la menace prioritaire. Et beaucoup moins contre les drones. Donc là aussi, il y a des leçons que les uns et les autres vont très certainement tirer. Mes constats aussi, ce qui m'a marqué concernant l'Iran. L'élimination donc d'Ali Khamenei ne signifie absolument pas la fin du régime. Comme vous l'avez dit, je l'avais écrit aussi, il est polycentré, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de décision. Il est redondant, il est résilient. Je présente aux personnes avec qui je discute en leur disant c'est un peu comme une table à 6 pieds.
vous pouvez enlever un pied, 2 pieds, la table tient. Elle est fragilisée, c'est évident, mais elle tient. La différence est radicalement différente de celle de 2003. On entend souvent dans les médias des références à l'attaque sur l'Irak et la chute du régime de Saddam. Ça n'a rien à voir. En 2003, c'était un régime qui était absolument centralisé, dictatorial et unique. Vous faites tomber le dictateur, tout s'effondre. Là, vous tapez le guide suprême, vous pouvez même tuer le président, le chef des gardiens, ils l'ont fait. Vous pouvez décapiter la chaîne militaire, le système continue. Donc, tout ça fait que, paradoxalement, l'élimination d'Ali Khamenei, ce qui m'a marqué aussi, est presque présenté comme un non-événement dans les médias iraniens. Ce qui montre bien que, 1, il était détesté d'une grande partie de la population, 2, pas mal de gens, y compris chez les plus conservateurs, attendaient impatiemment son départ pour pouvoir recommencer à jouer, parce que clairement la lutte pour le pouvoir là est clairement engagée à Téhéran. Et ce qui m'amène donc à essayer de comprendre ce qui peut se passer. Donc on voit bien que le système est en train de faire émerger un nouveau guide suprême. Les Israéliens, les Américains ont dit que ce serait une cible automatique et légitime. Donc on comprend bien non plus que même s'ils ont décidé qui c'était, ils ne vont pas se presser de l'annoncer. Ils vont d'abord le sécuriser, s'assurer qu'il ne puisse pas être frappé. Régler les problèmes, on va dire, administratifs et bureaucratiques et de pouvoir qu'il y a autour. Et sans doute qu'ensuite, ils donneront son identité et ils diront. Ceci étant dit, dans cette lutte de pouvoir où on voit bien qu'il y a une redéfinition possible des équilibres, on peut imaginer un scénario qui se fasse peut-être pas du premier coup, mais au second coup, c'est-à-dire que là, très certainement, un guide va être désigné. Un certain nombre de personnes évoquent le nom de Mojtaba Khamenei, c'est-à-dire l'un des fils d'Ali Khamenei, donc le précédent. Si c'est ça, ce qui est possible, c'est clairement un signe d'extrême fermeté et la quasi-certitude que le conflit va durer longtemps. Mojtaba, il va d'abord vouloir venger son père, ensuite sa femme, parce qu'il a perdu son épouse dans les frappes qui ont tué Ali Khamenei. Il est déjà aux manettes de fait depuis un certain temps, donc il connaît par cœur le système. Et donc c'est clairement, s'il est nommé, c'est que les gardiens ont repris le haut du pavé et verrouillent le système. On peut aussi imaginer un scénario où il est écarté et pour, disons, rassurer un peu la communauté internationale, les Iraniens font émerger un guide, c'est-à-dire donc un clerc qui va rassurer tout le monde. Ça peut être Rouhani, l'ancien président, ça peut même être Khatami, l'ancien président, des réformistes, des modérés, qui peuvent être ensuite présentés comme regardez, on va peut-être négocier. Ce qui me semble sûr, c'est que au moins à court terme, on va vers un régime qui est davantage militarisé, qui sera beaucoup plus nationaliste et moins idéologue. Ce qui est sûr aussi, c'est que les gardiens de la Révolution jouent un rôle clé dans la définition du pouvoir et vont probablement accroître leur pouvoir. Même si Ali Larijani, qui est le chef du Conseil suprême de sécurité, et Massoud Pezeshkian, le président, qui sont entre guillemets des civils politiques, n'ont pas dit leur dernier mot. Donc comme je vous le disais, la nomination du prochain guide sera, je pense, devra être interprétée comme un signal très clair. Au passage, même si c'est Mojtaba Khamenei, on peut imaginer que, entre guillemets, qu'il ne dure pas longtemps parce qu'il va devenir l'ennemi numéro 1 à battre. Et on peut imaginer que et les Israéliens et les Américains vont focaliser leur effort là-dessus. Si on est totalement cynique, on peut même peut-être se dire que c'est aussi un moyen de le retirer de l'équation de la part de ceux qui l'ont nommé. Pour le dire, voilà, on enlève tous ceux finalement qui nous empêchaient de changer de ligne, et ensuite on change de ligne. Et on change de ligne cette fois-ci pour faire émerger un système, voire même qui pourrait remettre en cause le Velayat al-Fakhir, c'est-à-dire c'est le dogme de la primauté du religieux sur l'exécutif, c'est-à-dire que c'est le religieux qui exerce in fine le pouvoir temporel.
et qu'on arrive à un système où il y a davantage de pouvoir pour l'exécutif et le législatif. C'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, l'Iran paraît entre guillemets tenu. Le régime fait tout pour éviter les manifestations, fermeture des universités, blocage d'Internet, filtrage de la téléphonie mobile, quadrillage des villes par les Bassidji, et qu'après avoir été réprimé et extrêmement durement et de manière extrêmement meurtrière, tout ce que me disent mes contacts iraniens, c'est que la population ne descendra plus dans la rue tant qu'elle ne sera pas convaincue que l'appareil répressif est neutralisé. L'appareil répressif, ce sont les Bassidji, ils sont 600 000, ce sont les forces de sécurité intérieure, elles sont 250 000. Ce qui veut dire que vous avez 850 000 agents de la répression potentiellement. En face de ça, pour vous donner un ordre d'idée, l'armée régulière, c'est 300 000 hommes et les gardiens de la révolution, c'est 190 000 hommes. Ce qui veut dire que rien que les Bassidji, certes, qui ne sont armés que d'armes légères, mais rien que les Bassidji sont plus nombreux que l'armée régulière et les gardiens de la révolution réunis. Ça vous donne une idée. Donc ça veut dire que tant que les frappes ne se focaliseront pas systématiquement sur les casernes, les centres de décision, les centres de commandement, donc des Bassidji et des forces de sécurité intérieure, je ne vois pas comment ça peut évoluer sur le terrain, sur place. Dans tous les cas, de toute façon, l'opposition est non pas unie, mais elle est fragmentée, elle n'est pas armée. Et même si les Iraniens désireux de renverser le système et le régime descendaient dans la rue, il faut garder en tête le fait que 15%, à minima, 15% des Iraniens adultes soutiennent le régime, pas par idéologie, mais simplement par intérêt. Par intérêt monétaire, pécunier, par, combine, par le fait que si vous voulez... pendant 45 ans, 47 ans, tout le monde s'est marié, a fait du business ensemble, etc. Donc tout le monde se tient. Donc ces 15% d'adultes, ça représente au bas mot à peu près 10 à 12 millions d'individus. Et ceux-là, ils n'ont rien à perdre. Enfin, plus exactement, ils ont tout à perdre si le système tombe. Donc ça veut dire que si vous avez une partie, tous ceux qui veulent renverser le régime, qui descendent dans la rue, vous trouverez en face un nombre élevé de gens qui veulent préserver les prébendes du régime et le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire guerre civile. Et les Iraniens veulent à tout prix, toute faction confondue, à tout prix, éviter la guerre civile. L'Iran, aujourd'hui, est un pays qui est fracturé. La société iranienne est fracturée. Entre, comme je vous le disais, donc, on va dire les anti-régimes et ceux qui tiennent à préserver le régime, entre les religieux et les non-religieux. Là-bas, laïque, c'est pas un mot qu'on prononce. Hein. Le concept de laïcité n'existe pas. Et entre les pauvres et les riches. Tant que le régime arrivait à capter, à conserver les classes moyennes, il s'en sortait à peu près. Il y a une crise économique gravissime. Or, aujourd'hui, à la fois à cause de cette crise économique qui est liée à des tas de facteurs, à la fois internes, corruption, prévarication, mauvaise gestion, et aux sanctions, facteurs extérieurs, la classe moyenne s'est littéralement appauvrie, mais considérablement. J'ai pas mal de mes contacts qui sont aujourd'hui en situation appauvrie, alors qu'ils étaient en situation plutôt confortable il y a 5 ans ou 10 ans. Donc il faut garder ça aussi en tête. Comment je vois la suite? Je crois que le point crucial, évidemment, c'est le facteur temps. La Maison-Blanche imaginait une guerre courte, au départ 1 semaine, 10 jours, peut-être 4 semaines, 5 semaines. Maintenant, ils ont du mal à évoquer une durée. Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, Donald Trump s'est fait vendre par Netanyahou l'idée d'une guerre courte. Et là, il s'aperçoit que, en fait, non, pas vraiment. Plus le temps passe, plus cela va devenir compliqué pour la Maison-Blanche et pour les États-Unis. On voit bien qu'on est dans une première phase où là, le temps joue contre l'Iran et en faveur d'Israël et des États-Unis, parce que c'est la période des grosses frappes, de la sidération, des gros coups de poing, et donc là, réellement, les Iraniens prennent des coups énormes. On passera ensuite dans un deuxième temps qui sera favorable à l'Iran, à condition bien sûr que le régime se maintienne et survive.
Pourquoi ? Parce qu'on verra l'épuisement des stocks de munitions à la fois américains et israéliens, et que du point de vue américain, il est absolument vital, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la rivalité, les Américains n'oublient jamais que la rivalité stratégique majeure, c'est face à la Chine. Donc de toute façon, les États-Unis et le Pentagone va garder des stocks, entre guillemets, pour faire face à la Chine au cas où. Donc je pense que quand il va commencer à tangenter cette réserve, il va commencer à devenir nerveux et à se poser des questions. Et pour les Israéliens, c'est pareil, parce que s'ils n'ont plus de stock d'intercepteurs antimissiles, ça va devenir très compliqué ensuite d'arrêter les frappes iraniennes. C'est pour ça que, évidemment, et les Américains et les Israéliens font actuellement le focus et un gros effort sur le balistique iranien. Pourquoi aussi ? Parce que dans un deuxième temps, il y aura très certainement une érosion du soutien au vu des conséquences de la guerre, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, beaucoup plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en Israël. Et parce qu'on assistera probablement à la montée de la grogne populaire aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat. Donc en octobre, les élections sont début novembre. Donc là, les élections sont en début octobre. Pour la petite histoire, je pense que là, Donald Trump peut oublier complètement son prix Nobel de la paix. Je pense qu'il en a fait le deuil. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que l'Iran gagne en ne perdant pas, du point de vue du régime iranien. Et du point de vue américain et de la Maison-Blanche, les États-Unis gagnent en faisant chuter le régime iranien. Donc je pense que des deux côtés, chacun a ça en tête. Et ça va compliquer l'équation. Donc pour les Iraniens qui se disent il faut que le conflit dure, on va le faire durer. Enfin, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. L'objectif prioritaire, c'est préserver les figures du régime, politique ou militaire, qui sont capables de représenter une alternative et d'assurer la durabilité du système et du régime. Donc si la stratégie iranienne, c'est de faire durer, ça me paraît être de faire durer le conflit et de punir à la fois Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Là, il se trouve que ce qui se passe en ce moment m'a rappelé fortement la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire que je connais bien. Donc la guerre Iran-Irak, c'est indéniablement l'Irak qui attaque l'Iran. C'est Saddam Hussein qui attaque les Iraniens. La guerre aurait pu se terminer en 1982, donc après 2 ans de conflit, lorsque les Iraniens ont raccompagné à la frontière internationale les armées irakiennes. Là, un vrai débat à la fois idéologique, militaire, en termes de pouvoir s'est posé à Téhéran. C'est on arrête, chacun chez soi, ou on continue. Et alors même qu'une immense majorité d'Iraniens disaient il faut arrêter. À l'époque, donc l'ayatollah Khomeini, qui était le guide suprême de l'époque, et les caciques du pouvoir de l'époque ont dit non, on continue. On continue, on va affaiblir Saddam et on va faire tomber Saddam. Et on va le punir. Il ne faut pas oublier la logique non plus, le culte de la martyrologie dans la psyché chiite iranienne. Donc même si de ce côté-là, c'est pas du tout rationnel, ou ça nous paraît pas rationnel et pragmatique, alors qu'en règle générale, ils sont pragmatiques. Donc leur stratégie, ça va être d'économiser les missiles, de se procurer de nouveaux lanceurs, de nouveaux vecteurs, et de continuer à harceler les bases américaines et les bases israéliennes, en tout cas les États-Unis et Israël, au maximum, partout, en tirant régulièrement un peu et en faisant durer. Même si, donc là, on voit bien qu'ils ont considérablement réduit le nombre de leurs frappes. Pour tout ce qui est, on va dire, à courte distance, ils privilégient les missiles de croisière et les drones, parce que finalement, à courte distance, ça a des chances. Mais les missiles balistiques, ils les gardent précieusement, sans doute pour un peu plus tard. Il est très probable qu'ils arrivent à court de missiles balistiques, en tout cas de lanceurs, et qu'ils ne soient plus véritablement en situation d'en lancer. Tant qu'ils ont quelques lanceurs encore qui leur permet, donc encore une fois, ponctuellement, tous les X jours d'en lancer un, je pense que dans leur stratégie, quelque part, c'est pas idéal, mais ça leur suffit. Et à ce moment-là, ce qui me semble aussi assez évident, c'est qu'ils ouvriront de nouveaux fronts, comme ils l'ont fait pendant la guerre Iran-Irak, en favorisant une stratégie asymétrique. Le terrorisme, le kidnapping, bien entendu la dimension économique,
c'est-à-dire frapper leurs adversaires, entre guillemets, au porte-monnaie, là où ça fait mal. Bien sûr l'énergie, bien sûr le pétrole. C'est-à-dire que s'ils font remonter considérablement les prix du pétrole, au passage, ça leur permet de toujours, par des voies détournées, d'en vendre un peu et de gagner un peu d'argent. Ça pénalise surtout si les flux ne passent plus tous ceux qui vont faire pression, en fait, sur les États-Unis et sur Israël, mais surtout sur les États-Unis, pour arrêter l'aventure. Ils peuvent bien évidemment utiliser encore quelques proxys. Vous avez sur la carte que je vous ai projetée 2 drapeaux qui représentent à la fois les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak. Le Hezbollah est en train de se faire marteler extrêmement fort, donc je ne pense pas que le Hezbollah soit à échéance visible, enfin en tout cas à court terme, de nouveau perçu comme un véritable outil dissuasif face à Israël. Et là aussi, ça dépendra de la personnalité du nouveau guide suprême. En fonction de qui c'est, ce sera un signal très fort pour les proxys et notamment pour le Hezbollah sur on vous soutient ou au contraire, maintenant on se concentre sur l'Iran. Par contre, et les Houthis sont idéalement placés, alors tirer sur Israël, ça va être compliqué pour eux, mais il se trouve que en face des Houthis, vous le voyez sur la carte, il y a 3 objectifs intéressants. Il y a Djibouti, et alors là c'est tout près. Djibouti, il y a une base française, il y a une base américaine, et il y a et chinoise bien évidemment, mais les Chinois, je pense que là, on verra, mais je pense qu'ils ne seront pas visés. En plus, physiquement, c'est pas au même endroit. Et surtout, il y a le Somaliland. Alors là, le Somaliland n'est pas sur la carte, mais c'est au niveau de Berbera, donc c'est la zone autonome, enfin disons, qui s'est déclarée, qui a fait sécession au sein de la Somalie. Et il se trouve que Israël a reconnu récemment le Somaliland et que les États-Unis ne l'ont pas reconnu, mais sont très très proches. Et que Israël et les États-Unis ont probablement des assets militaires ou sont en cours d'avoir une présence militaire au Somaliland. Donc pour les Houthis, c'est une cible facile à courte distance et ça fait pression bien sûr sur la circulation en mer Rouge. Je crois que le vrai souci, si on peut dire, vu du point de vue américain, c'est les milices chiites irakiennes que vous voyez là sur la carte. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très nombreuses et qu'elles sont vraiment très fidèles à Téhéran et elles sont surtout à côté de l'Iran. C'est très facile de les alimenter. Et si, à un moment donné, l'Iran ne peut plus taper par missiles balistiques interposés sur les bases américaines ou sur Israël, c'est très facile d'instrumentaliser ces milices-là pour qu'elles aillent harceler les troupes américaines qui sont encore stationnées en Irak. Et si, à force de harcèlement, les Iraniens parviennent à faire en sorte que les États-Unis s'en aillent complètement d'Irak, ils présenteront comme une grande victoire. Les scénarios. J'en vois 4, peut-être 5. Le premier, une victoire rapide américaine et israélienne. La sphère militaire iranienne s'effondre, le répressif s'effondre, les Iraniens descendent dans la rue, arrivent à créer un effet de sidération, à non pas prendre le pouvoir, mais en tout cas à déstabiliser le pouvoir. Des oppositions armées, notamment au niveau des Kurdes, agissent. Mais ça, je ne le vois vraiment pas. Le seul cas où ça pourrait éventuellement survenir, c'est si l'armée régulière se désolidarisait du régime, mais il faut rappeler qu'elle est légitimiste. Moi, je ne vois absolument aucun signe de défection dans l'armée régulière. Et l'armée régulière, même si elle a les chars, les avions, les canons, c'est qu'elle ne représente que globalement, un tiers des effectifs globaux armés militaires, parce que vous avez ensuite vous avez un 20% les gardiens de la Révolution et vous avez un 50% les Bassidji. Donc je la vois pas basculer, on va dire, anti-régime, en tout cas pas à court terme. Le deuxième scénario, c'est les États-Unis constatent leur échec et arrêtent les frais au bout de 2 ou 3 mois, laissant les Israéliens seuls face à l'Iran. Je ne le vois pas non plus à court terme. Je peux le voir à moyen terme, mais pas à court terme. Troisième scénario, la reprise des négociations. De mon point de vue, ça n'est possible maintenant uniquement si les États-Unis font le premier pas,
et offre un cadeau significatif aux Iraniens. Si leur mantra, c'est de dire nous sommes sympathiques, nous arrêtons de vous frapper, soyez déjà suffisamment contents de ça, et maintenant vous allez négocier, ça ne marchera jamais. Si par contre ils vont les voir et leur disent bon, on a montré le gros bâton, vous avez vu, vous avez compris. Bon, maintenant on fait tomber une partie des sanctions et maintenant on veut vraiment négocier, et puis tant pis pour les Israéliens, ils vont se retrouver tout seuls. Là, ça peut marcher. Mais uniquement si on est, à mon avis, dans ce schéma-là. Et le quatrième scénario, c'est l'enlisement du conflit, ce qui, à mon avis, est le scénario de très loin le plus probable aujourd'hui. Dans un contexte évidemment très différent, je vous rappelle que le Nord-Vietnam a tenu 10 ans face aux États-Unis en étant très régulièrement bombardé par des compagnes de bombardement stratégiques lourds de B-52, ce qui ne les a pas empêchés de gagner à la fin. Je ne dis pas du tout que c'est ce que je souhaite, je dis simplement que l'enlisement est, de manière rationnelle, aujourd'hui, la situation est le scénario le plus probable. Chaque fois que les États-Unis ont amené ces dernières années, suite à des interventions militaires, ont essayé d'imposer de l'extérieur des leaders, ça n'a jamais marché. Au bout du compte, je pense que ce qui est en train de se passer, pour répondre à votre toute première question, va probablement accélérer les recompositions stratégiques au Moyen-Orient, mais ça n'est pas un effondrement, c'est juste un processus de recomposition. Et je pense enfin que ça va très certainement impacter à terme les relations entre les États-Unis et Israël. Je pense qu'à un moment donné, il est très probable que les élites américaines se disent que quelque part elles ont été manipulées et que maintenant elles vont changer de portage. Et je pense aussi qu'une grande partie des élites israéliennes en sont convaincues, ont vu ce qui s'était passé dans les universités américaines de la côte Est et de la côte Ouest depuis 2023, et comprennent qu'il va leur falloir, elles aussi, je parle ou eux aussi, des dirigeants israéliens, changer de portage et se trouver de nouveaux sponsors. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. C'est pas très encourageant tout ça, mais ça fait partie de la réalité du moment. Alors, j'ai plusieurs demandes de prise de parole. N'hésitez pas à vous inscrire. D'abord, Bruno Sido. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur académique, j'ai bien apprécié votre intervention, mais je ne suis pas d'accord sur tout ce que vous avez dit, mais je ne suis pas spécialiste, bien entendu, donc je le dis très modestement. Il faut reconnaître, je crois qu'il y a quand même un problème depuis plus de quasiment 50 ans avec l'Iran et le régime iranien. Un président de la République américaine a essayé de faire quelque chose, c'était un fiasco. Et depuis, seul le président actuel, je n'ai pas à le soutenir, ni à pas le soutenir d'ailleurs, c'est pas la question, essaye de régler cette question en association avec Israël. Cette association, elle est pour les Américains très importante, puisqu'il y a beaucoup d'Israélites aux États-Unis, et politiquement, c'est important. Mais pas que. Pas que parce que voilà des personnes, un président et un Premier ministre, qui ont des convictions. C'est pas le cas de tout le monde. Ils ont des convictions. Et ils essayent de régler le problème là, et ils ont mis en place un système militaire qui est particulièrement efficace, semble-t-il, aujourd'hui, au bout de la quatrième journée, efficace pour éliminer tout ce qui est ayatollah, mollah, etc., d'importance, et les généraux, etc., etc. Donc il y a une belle réussite, mais la question n'est pas là. La question, c'est la fin de ce régime iranien. Parce que quand même, il faut quand même bien réfléchir que, bien que le président de la France, président de la République française, nous a dit qu'on n'était pas trop concerné, on a eu quand même quelques attentats
contre les Français au Liban. Il y a des soldats, une cinquantaine, une centaine, qui ont été tués par des milices iraniennes, finalement, et etc., etc. Mais il n'y a pas que nous, il y a tout le monde. Bref, autour du monde, les Iraniens ont mis une pression énorme, voilà. Et par conséquent, il s'agit d'arrêter ça. On imagine que si le régime tombe, ça arrangerait bien les choses, non seulement pour Israël, mais pour tout le monde. Je ne comprends pas qu'il y ait des réticences, parce qu'il y a une personne qui gêne tout le monde, semble-t-il, c'est Trump. Ça gêne l'intelligentsia française. Est-ce qu'on peut aller à la question, s'il te plaît? J'ai beaucoup de... Oui. Merci. Mais au fond, pourquoi tout le monde n'est pas pour que ce régime iranien tombe et qu'on passe à autre chose? Voilà, c'est ma question. C'est un vrai problème politique et pas militaire. Monsieur le sénateur, je suis un historien, un analyste et un expert. Je ne suis pas un politique. Et je ne suis surtout pas un idéologue. Donc, moi, j'essaye de décrire le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on pourrait aimer qu'il soit. C'est toute ma seule question, et ma seule réponse. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Ronan Legleux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur, vous nous faites part du scénario le plus probable selon vous, qui est le scénario que vous avez appelé scénario 4 d'enlisement du conflit. Vous avez également évoqué le fait que la riposte iranienne était limitée en intensité, je vous cite, et qu'il pouvait y avoir deux raisons, l'une qui est l'impossibilité et l'autre qui est une stratégie d'économie des missiles par l'Iran. Alors pourquoi je reviens sur vos propos? C'est parce que nous avons de très grandes communautés françaises dans la région qui évidemment cherchent à savoir quel est le risque pour leur situation personnelle. Nous avons des très grandes communautés françaises, évidemment en Israël, aux Émirats arabes unis, au-delà d'ailleurs des chiffres officiels, puisque l'inscription au registre des Français de l'étranger n'est pas obligatoire. Par conséquent, il y a plus de Français que de Français inscrits. Bon, moi, les chiffres qu'on m'a donnés dernièrement sont plutôt de l'ordre de 67 000 aux Émirats arabes unis. Mais on a des Français au Qatar, à Koweït, en Arabie Saoudite, au Liban, évidemment, etc. Bon. Alors, on voit notamment des informations circuler avec des compagnies françaises comme Total Energy ou Technip qui opèrent des rapatriements des familles des cadres expatriés, par exemple depuis les Émirats vers Mascate. Et donc, les communautés françaises, vous imaginez, s'inquiètent et s'interrogent sur le risque réel pour eux, pour leur famille. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je souhaiterais vous interroger. Finalement, est-ce que vous pouvez nous aider à essayer d'appréhender le niveau de risque pour nos communautés françaises dans la région? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je réponds tout de suite. Je vous en prie, monsieur le directeur. Bien sûr qu'il y a de risques. On est en guerre, enfin, je veux dire, quand je dis on, enfin, il y a une guerre, il y a une vraie guerre. Là, on n'est plus dans une logique de frappe ponctuelle, de signalement. Ça, c'était le cas en 25, en 24, en 2025, en 2024. Là, aujourd'hui, clairement, la guerre, elle s'est externalisée à un haut niveau. Alors, quel est le niveau de risque? En Israël, il est plus que réel, puisque c'est un des pays belligérants et qui est directement impliqué dans le conflit. On aurait pu citer le Liban aussi. Le Liban, on a quand même beaucoup de binationaux. Et là, pour le coup, le Liban est directement aussi menacé. Dans le Golfe, le niveau de risque, entre guillemets, j'allais dire, tout dépend de ce que les Français qui vivent là-bas font. C'est-à-dire que s'ils sont liés, on va dire, à des missions militaires ou sécuritaires, le risque est plus élevé. S'ils font du tourisme, le risque est moins élevé. C'est assez évident. Ce que je constate, c'est que, et ça revient sur la stratégie iranienne, qui consiste à taper au porte-monnaie tous ses voisins et tous ceux qui finalement sur lesquels il veut faire pression, et notamment les monarchies du Golfe. Typiquement pour des pays comme le Qatar et les Émirats arabes unis, qui misaient énormément sur leur soft power et sur le tourisme.
je pense que là, ça va être fini pendant un petit moment. C'est-à-dire qu'on le voit tous les jours avec ce qui se passe, les influenceurs bloqués à Dubaï, je commande pas. Mais évidemment, les Émirats qui se présentaient comme chez nous, c'est très sûr, vous ne risquez rien et en plus c'est sympathique. Là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est une manière de répondre à votre question pour dire que ce qui fait que de nombreux expatriés ou Français allaient là-bas, le fait même risque de s'affaisser ou de disparaître, en tout cas pendant un moment. Donc, naturellement, ça va faire baisser le risque, si vous voulez. Il y aura moins de Français, pour le dire directement. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, pardon. Et donc on a en visio Rachid Temal. N'oubliez pas de mettre votre micro. Merci, merci d'abord, Président, pour avoir organisé cette réunion, et merci, Monsieur le Directeur, pour la très grande qualité de vos propos et de vos analyses. Quelques éléments. D'abord, peut-être dire un mot sur, parce qu'il y a des éléments, je ne vais pas dire positifs, mais quand même des choses, c'est la question du Liban, puisque pour la première fois, le président du gouvernement iranien, libanais, ont condamné et prennent des mesures contre l'Hezbollah. Je pense que c'est aussi une nouveauté utile dans la région, notamment dans le rapport à Israël. Deux, il y a aussi la question de la Turquie. On voit finalement toute la question de l'OTAN, on l'a vu ce matin, peut être utile. Sur le scénario, moi, ma crainte, c'est les derniers propos de Trump, qui est passé de potentiellement le fils du chat à il y a des possibilités internes. Et donc l'idée que dans votre scénario, qui est finalement c'est très compliqué de déstabiliser le régime, et que le risque, c'est qu'il y ait effectivement un accord, une proposition d'accord sur si le régime ou une partie du régime était d'accord pour arrêter le programme nucléaire, arrêter le balistique et assurer que le pétrole puisse continuer à couler à flot, il pourrait avoir un accord effectivement qui permettrait pour le Trump de dire finalement ce qui était le danger iranien n'existant plus versus, si je peux me permettre la comparaison avec ce qui s'est passé au Venezuela, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus de problème au Venezuela, chacun l'a pu noter, puisque dorénavant, le pétrole coule à flot. Donc, c'est peut-être, est-ce que vous estimez que c'est possible ça dans un délai relativement resserré, justement, par rapport à tous vos scénarios? Deuxième question, vous avez évoqué l'accélération de la recomposition stratégique au Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut s'organiser autour de l'Arabie Saoudite ou pas, et si oui, à quelles conditions? Et troisième question, est-ce qu'on imagine que tout cela, ça veut aussi dire pour la France, d'autres pays, d'imaginer un nouveau droit international, en tout cas un nouveau multilatéralisme et des règles nouvelles au sein de l'ONU. Donc voilà mes trois questions. On vous remercie encore une fois pour la qualité de votre présentation. Merci, monsieur le sénateur. Sur votre premier point, en fait, c'est un peu le scénario à la Venezuela. Oui, c'est tout à fait une option, mais en fait, ça rejoint mon deuxième scénario, c'est-à-dire Donald Trump, se désengage, ou en tout cas passe à autre chose, et en tout cas crée un narratif qui lui permet de dire bon, en fait, j'ai gagné. En fait, en face, les Iraniens ont mis les pouces et sont d'accord pour abandonner le nucléaire, le balistique. Donc c'est très bien, sujet suivant. Et on va s'entendre avec un général. C'est tout à fait possible, mais je pense pas à court terme. Enfin, en tout cas, pas, comme vous le dites, pas dans un agenda resserré. Beaucoup plus à moyen terme. Ce que je vois, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a deux événements. Apparemment, avant de rentrer dans cette audition, cette salle, j'ai vu que les États-Unis avaient revendiqué le torpillage par un sous-marin nucléaire d'attaque américain d'un navire de guerre iranien en plein océan Indien au large de Sri Lanka, 101 disparus, et que, réponse du berger à la bergère, les Iraniens auraient frappé un destroyer et qui était en train de se ravitailler à la mer lourd, en mer d'Arabie. Et si c'est confirmé, ça veut dire que là, des deux côtés, enfin en tout cas du côté américain, c'est sûr, on va passer sur la punition. Et là aussi, c'est un grand classique, malheureusement historique, quand vous regardez l'histoire militaire des États-Unis. Et donc, avant d'en arriver à « je me désengage et on va trouver un général ou un homme fort en Iran pour prendre le relais », et pour appliquer, entre guillemets, mes consignes, enfin, si je suis Donald Trump, je pense qu'on va passer par une phase de punition qui va forcément entraîner une escalade. Escalade qui va elle-même entraîner des réactions, des attentats
contre les intérêts américains. Donc on va rentrer dans un cercle vicieux, enfin il est déjà vicieux, mais dans un cercle encore plus escalatoire, ce qui fait que la désescalade, à mon avis, pas tout de suite. Sur l'Arabie Saoudite, c'est une très bonne question. Et oui, je pense que celui qui finalement, enfin l'État qui s'en tire plutôt pas mal en ce moment dans ce contexte, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que finalement, ces deux rivaux régionaux, je ne parle pas du Koweït, mais les deux rivaux régionaux, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis et le Qatar, pour faire simple, ont d'autres soucis, d'autres chats à fouetter, et là, rentrent dans une période très compliquée, sur le plan énergétique, sur le plan du soft power, sur le plan des menaces. Alors que finalement, en Arabie Saoudite, de toute façon, le seul tourisme qu'il y avait, principal, c'était le tourisme des pèlerinages sur les lieux saints. Et ça va continuer, quoi qu'il arrive. Et c'était le pétrole. Et bonne nouvelle, la guerre et la crise fait monter les prix du pétrole. Et puis, les Saoudiens sont quand même minimum 40 millions de vrais, entre guillemets, de citoyens saoudiens. Donc, ils ont la masse critique pour peser dans la région. Donc oui, l'Arabie Saoudite peut être quelque part le bénéficiaire, un des bénéficiaires en tout cas de cette nouvelle donne. Quant au droit international, c'est pas ma spécialité, mais ce que je vois, c'est que de toute façon, le droit international, qu'il soit de la guerre ou pas, est en pleine déréliction et que c'est plus véritablement un sujet. Donc, en fait, on le voit dans tous les domaines de la géopolitique et de la vie globale des États et de la scène internationale, que ce soit sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan sociétal et donc sur le plan militaire et de la conflictualité aussi. Donc, on est dans une phase de recomposition probablement aussi juridique où de nouvelles normes internationales émergeront peut-être. Mais ce seront plus les mêmes probablement qui les édicteront. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'on a en Arabie Saoudite un budget qui est fait sur un baril à $100 minimum. Donc ça arrange quelques personnes. Aklim et Louis. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sais que vous n'êtes pas spécialiste de droit international. D'ailleurs, je voudrais vous remercier pour vos éclairages. Parce qu'effectivement, vous nous avez donné un spectre large et c'est assez, pour moi, je trouve ça assez intéressant, objectif, de sortir des dogmes, etc. et de nos préjugés et représentations qu'on porte aussi. Parce que je suis toujours assez surpris, y compris quand notre président se félicite d'assassinat. Parce que quel que soit ce qu'on passe, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne pourra pas parler de la Cour pénale internationale puisqu'on ne respecte plus, mais on a mis en place, surtout quand on est contre la peine de mort, et que effectivement dans nos accords bilatéraux, multilatéraux, on ne veut pas extrader des gens quand il y a la peine de mort n'est pas abolie dans les pays, et que nous on se félicite quand des gens font des assassinats ciblés, ce qui est l'apanage d'ailleurs des terroristes qu'on dénonce tous et qu'on combat tous. Et donc moi ma question aussi c'est effectivement on veut un changement de régime en Iran. Qui n'en veut pas? Qui ne veut pas plus de liberté pour les gens, mais à quel prix? Et est-ce que les bombardements ont amené la démocratie en Afghanistan, en Libye, en Irak? Non mais il faut à un moment donné redescendre, qu'on accompagne les transitions, qu'on essaye d'aider, on sait le faire différemment. Donc la question n'est pas là. Donc, et puis on a vu, moi ma question elle va être plus simple, parce que j'ai vu effectivement qu'on a expliqué que c'était pour le nucléaire, puis après c'était parce que les balistiques, puis après parce qu'on allait apporter la démocratie. En fait on cherchait de bonnes raisons de faire la guerre, comme on cherche aujourd'hui de bonnes raisons de la justifier. Et de justifier parfois l'injustifiable au détriment de ce qu'on a bâti depuis 1945, le droit international, nos institutions, et vous l'avez expliqué. Mais il y a une autre question que je me pose. Est-ce que les Américains ne sont pas en train de perdre le leadership au Moyen-Orient? Parce que qu'est-ce qu'on a aussi comme analyse? C'est qu'effectivement, quand il faut choisir dans leurs alliés, ils en choisissent d'en protéger un par rapport aux autres, alors qu'il y avait un enjeu. Et est-ce que là aussi, nous, la France, on n'a pas plutôt intérêt à avoir une position qui était celle qu'on avait antérieurement par rapport à la politique arabe? Je ne paraphraserai pas de personnages célèbres, et de revoir aussi nos doctrines à ce moment-là au regard justement de ce qui se passe et de ces actions qui sont de façon unilatérale, au mépris du droit, sans et ça, est-ce qu'on peut nous continuer à emboîter le pas à des gens qui ne respectent plus rien et qui nous entraînent dans le chaos? Parce que ce qui va se passer, et je finis là-dessus, et je voudrais avoir votre avis, parce que de toute façon, cette situation va déstabiliser pour très longtemps ce territoire, va déstabiliser les populations, va se faire au détriment des peuples de la région. Merci. Merci pour votre question, monsieur le sénateur. Je vais vous dire un paradoxe. Le paradoxe, c'est que dans la région, justement, en
fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas mécontents de voir l'Iran bien affaibli, etc. Et pas mal de sociétés aussi. Donc, je ne m'aventurerai pas sur le plan politique ou sur le plan des décisions des uns et des autres, mais moi, je vous parle en tant qu'acteur et en tant que pays. Ça, c'est un premier point. Est-ce que parce que l'Iran, en fait, un Iran raisonnant à l'inverse, un Iran parfaitement stable, réinséré dans la communauté internationale, dynamique et qui peut bénéficier à fond de tous ces immenses atouts structurels, on va dire, je peux vous garantir qu'à mon avis, ça ne réjouit pas les voisins qui vont se dire aïe aïe aïe, un méga compétiteur revient dans le jeu et avec en plus un appétit assez féroce et un nationalisme. J'ai été suffisamment de fois en Iran et j'ai eu suffisamment de dialogues stratégiques ou en tout cas de négociations et de discussions pour vous dire que les Iraniens, toutes tendances confondues, toute ethnie confondue, ont une haute idée d'eux-mêmes. Au passage, ils sont extrêmement similaires aux Israéliens par énormément d'aspects. Donc, je reviens au point qui est que, de même que beaucoup de pays arabes de la région, pour le dire ensuite autrement, en fait, ont peur d'une grande alliance entre l'Iran, Israël, la Turquie, les États-Unis. Vous le savez parfaitement. Donc, un système chaotique, fragmenté et conflictuel comme ça, malgré tout, ça les assure que ce scénario ne va pas se produire. Sur est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de perdre le Moyen-Orient? C'est une très bonne question. Et je dirais que mon intuition, c'est que à court terme, tant qu'en fait ils sont capables de manier le bâton et de faire peur à tout le monde, eh bien ils ont restauré clairement leur en tout cas leur crédibilité dans la région. Et personne n'imagine faire appel aux Russes, aux Indiens ou aux Chinois pour stabiliser la région. Ceci étant posé, donc ça veut dire que tant que les États-Unis sont capables d'avoir la même posture et en effet d'agir derrière, je pense qu'en effet, ils sont clairement de retour au Moyen-Orient. Par contre, si à un moment donné ils font signe de faiblesse ou s'ils se prennent, disons, s'ils subissent un échec grave, alors là, la chute sera d'autant plus brutale et plus dure. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos propos. En qualité de président du groupe d'amitié avec les pays du Golfe, du GCC, vous comprendrez que je tiens d'abord à dire combien nos pensées vont vers nos compatriotes, leurs familles, leurs employés et l'ensemble de notre communauté vivant dans les pays du Golfe, mais bien sûr du Liban et en Israël. Leur sécurité est et doit demeurer une priorité absolue. J'ai pris note de vos scénarios qui sont circonscrits, et c'est logique, vu le titre, aux conséquences de l'attaque de la semaine dernière. Mais je sais que vous avez pris de la hauteur aussi, puisque vous avez mentionné à un moment la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Nous vivons en fait un engrenage réel qui a commencé il y a 4 ans, la semaine dernière, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, en réalité, nous vivons une escalade depuis ce temps-là. Et je voudrais évaluer avec vous les scénarios d'escalade auxquels nous sommes confrontés, puisque peut-être nous pensons que ce conflit que nous voyons actuellement n'est effectivement qu'un des engrenages de ce que nous risquons de vivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parmi les escalades que nous observons déjà, et pour rester dans l'environnement direct, le Liban, où j'étais il y a 2 semaines, qui se trouve entraîné dans un conflit par le Hezbollah, malgré lui, malgré la volonté de son gouvernement et de la population. Comment expliquez-vous les implications politiques et sociales de l'intervention de ce groupe armé pour la souveraineté libanaise? Des élections sont prévues en mai prochain, auxquelles le Hezbollah devait participer. Pensez-vous que le Hezbollah puisse encore rester un acteur politique au Liban et participer à ces élections alors qu'ils n'ont pas désarmé? Quelle serait,
selon vous, les conséquences d'une offensive terrestre israélienne au Liban? Quel impact cela a-t-il sur la sécurité des communautés civiles libanaises, bien sûr, de tous nos compatriotes qui vivent, y compris des minorités? Et pour finir, puisque vous avez mentionné la question États-Unis-Chine, et que dans les scénarios d'escalade avec la Chine, nous observons aujourd'hui de plus en plus des faits de multiples incidents en mer de Chine méridionale du fait de la marine de Pékin, et un discours de plus en plus offensif de Pékin vers Taïwan. Ne pensez-vous pas que actuellement nous risquons un scénario d'engrenage aussi à cet endroit? Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Alors moi j'avais envie de vous répondre parce qu'en fait là on reste assez focalisé sur le Moyen-Orient, le Levant, Taïwan bien sûr, mais d'élargir beaucoup plus considérablement le spectre de l'escalade. L'escalade, elle est aussi avec la Russie, elle peut être entre l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, on le voit. Sur la carte projetée, vous voyez qu'entre l'Afghanistan et le Pakistan, il y a une grosse explosion. Donc ça aussi, ça va avoir un impact majeur parce que la situation est extrêmement volatile, y compris avec l'Inde, par ricochet. Mais je reviens donc et puis je vous parlerai ensuite des risques d'escalade, à mon avis, sur que peut faire la Russie pour profiter de ce scénario-là. En tout cas de cette tension, de cette forte tension-là, notamment si par exemple les États-Unis sont durablement scotchés ou enlisés au Moyen-Orient. Le Liban. Alors il se trouve que j'ai échangé longuement, très très récemment, avec les responsables du contingent français qui était basé dans la Finule sur le dernier contingent et qui m'ont raconté un peu comment ça s'est passé. Et l'avis était à peu près unanime pour dire que les Libanais préfèrent largement une intervention terrestre ou une action militaire de vive force israélienne plutôt que d'affronter directement le Hezbollah et créer une nouvelle guerre civile au Liban. Donc le ton était à peu près unanime pour dire il vaut mieux une nouvelle guerre entre Israël, le Liban, Israël, le Hezbollah, plutôt qu'une nouvelle guerre civile interne aux communautés libanaises. Je crois que c'est une réponse à votre question. Si sur le Hezbollah peut jouer un rôle, oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, un élément d'optimisme, c'est que si, encore une fois, tout dépendra de qui est élu guide, guide suprême en Iran, et de sa survivabilité. C'est-à-dire que si un guide extrêmement dur est élu, mais qu'en fait il dure 3 mois, parce qu'il est topé au bout de 3 mois, il faudra voir le suivant, puis le suivant, ainsi de suite. Donc à partir du moment où il y aura un guide suprême, voire plus du tout de guide suprême, ce qui est aussi une option, en Iran, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Hezbollah comprendra qu'il a perdu tout soutien réel et fort de l'Iran, bien évidemment, il n'aura pas d'autre choix que de réintégrer le jeu politique, d'accepter à la fois un désarmement et surtout une réintégration probablement partielle dans les forces armées libanaises. Et en fait, il deviendra un acteur du jeu politique local comme les autres, même s'il aura sans doute un petit peu une position particulière. Sur Taïwan, la mer de Chine méridionale, oui, bien sûr, le risque d'une confrontation est réel. Ceci dit, je voudrais attirer votre attention sur deux, trois petits détails. Xi Jinping a procédé à des purges massives il y a 1 mois. La question, c'est pourquoi? Probablement, bien évidemment, pour asseoir encore plus son pouvoir. Sauf que quand vous faites valser les généraux, surtout si vous en mettez certains en prison, ça n'incite pas les autres à faire preuve d'un grand dynamisme et d'un grand sens de l'initiative. Donc c'est aussi peut-être un message vis-à-vis à la fois des généraux chinois et de l'appareil industriel militaire chinois, de leur dire, vous m'avez vendu, entre guillemets, quand je dis vendu, vous m'avez promis des matériels haut de pointe, high-tech, capables de défier tout ce que mettent en œuvre les Américains. Clairement, au Venezuela, peut-être là en Iran,
l'effet est quand même très modéré. Donc peut-être que le dirigeant chinois s'est dit, en fait, nos matériels sont pas si performants que ça. Et donc Xi Jinping s'est dit, il vaut peut-être mieux pas se lancer dans un grand affrontement si je suis pas certain de la qualité de mes matériels. C'est peut-être aussi ce que ça veut dire. C'est aussi une réponse à ma question. Mais c'est sûr que les États-Unis ont l'œil rivé non seulement sur Taïwan, mais sur la Corée du Sud et sur le Japon, et en général sur l'accès au Pacifique. Donc c'est un scénario réel d'escalade possible. Si à un moment donné, Xi Jinping a une opportunité et qu'il est à peu près certain de se dire j'ai 90% de chances de réussite, j'y vais. En deçà, j'en suis pas sûr. Donc il est plutôt prudent. Il faudra pas perdre la face. Donc il sera prudent. Et des scénarios d'escalade, même limités avec la Russie, il y en a plein. Nous-mêmes à la FMES, donc notre institut basé à Toulon, on a sorti des infographies et des cartes, notamment sur l'Arctique, où on expliquait comment et pourquoi. Ça, c'était en janvier, donc lorsque c'était au climax de la crise du Groenland, que si à ce moment-là Donald Trump avait saisi militairement le Groenland, il est plus que probable que les Russes en aient profité pour s'emparer du Svalbard norvégien et d'un petit bout de territoire norvégien à l'extrême nord, ce qui leur permet d'ouvrir beaucoup plus facilement la sortie de leur base de Murmansk et de Polyarny pour leur flotte stratégique. Et mettant finalement des deux côtés un immense point d'interrogation sur la légitimité, la crédibilité de l'OTAN, puisque si l'OTAN est attaquée à la fois par les Américains et par les Russes, on comprend bien qu'il va y avoir un malaise majeur. Et je ne parle pas du corridor de Suwałki entre Kaliningrad et la Biélorussie, de l'extrême sud russe, voilà. Donc en fait, oui, bien sûr. Et de la Moldavie à côté de la Transnistrie. Donc oui, bien sûr, les scénarios d'escalade sont réels. Merci beaucoup. Jean-Luc Ruel. Merci, Président. Véritablement, votre discours et la réponse à nos questions est extrêmement précis et intéressant. Alors, moi, je voulais revenir sur la déclaration de notre président hier soir. Donc, il est revenu sur un certain nombre de choses. Donc, la volonté de garantir la sécurité des Français, qui sont, à mon sens, plus nombreux que ce qu'a évoqué mon collègue. On parle de 400 000, dont là-dedans une partie de personnes en transit. Le renforcement de la défense, donc on a vu le déroutement du porte-avions Charles de Gaulle. Et puis la diplomatie. La réaffirmation de ce que les solutions devraient privilégier une approche diplomatique. Alors à votre avis, quel type de diplomatie, quel rôle pour la France, quel rôle pour l'Europe? Et puis finalement, est-ce que on pourrait imaginer que ce serait peut-être le moyen ou une opportunité pour qu'une initiative française française ou européenne, française et britannique, en matière de dissuasion nucléaire, élargie à l'échelle européenne, puisse trouver sa place. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Alors sur la dissuasion, je ne vous répondrai pas parce que le président de la commission le sait, je suis astreint à un devoir de réserve aussi, de par mon statut. Mais par contre, je peux vous répondre sur le reste. Donc, la question en fait que vous posez indirectement, c'est la question de la relation bilatérale entre la France et l'Iran. Cette relation est extrêmement complexe depuis le début de la révolution iranienne. Je vous passe sur tous c'est plus que les irritants, c'était à l'époque carrément des contentieux lourds, que ce soit Eurodif, l'affaire Gorgi, Chapour Bakhtiar, l'armement de Saddam Hussein, l'armement de l'Irak, ensuite il y a eu le dossier nucléaire, les otages, les attentats, enfin voilà. Donc j'imagine bien que pour l'exécutif français, c'est un sujet compliqué
extrêmement sensible et délicat. Mon apport historique, si vous voulez, sur le recul de ces même 40 dernières années, ou ces 35 dernières années sur la relation franco-iranienne, c'est que si vous voulez discuter avec les Iraniens, il faut être crédible, il faut être craint et respecté. Ça ne veut surtout pas dire qu'il faut être agressif. Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais hésiter à montrer sa force et à montrer sa détermination et sa capacité à agir au cas où. Donc, si j'ai bien écouté le président de la République, dire d'un côté, nous ne souhaitons absolument pas agresser l'Iran, mais d'un autre côté, nous sommes absolument déterminés à défendre nos intérêts et nos alliés, me semble une ligne très cohérente. Et là, je parle avec le recul de l'histoire et le recul du temps. Voilà. Alors ensuite, j'ai Uxori. Que nos collègues en visio ne s'inquiètent pas, tout le monde est inscrit. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci pour votre éclairage. Et en écoutant vos propos, j'ai deux questions. Vous venez de parler de l'Europe et pendant vos propos liminaires, vous avez parlé des Européens dans la région, mais finalement peu de l'entité géographique européenne. Et je me suis demandé en vous écoutant, lorsque vous avez parlé, vous avez dit que l'Iran était susceptible d'ouvrir de nouveaux fronts. Et vous avez noté les attentats et le terrorisme. Est-ce que vous considériez que l'Iran pourrait avoir un intérêt à un moment ou à un autre, stratégiquement, d'élargir le champ de bataille et de fomenter, armer, faire en sorte qu'il y ait des opérations de déstabilisation dans des pays européens? C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que l'Europe est affectée par ricochet, mais pourrait devenir éventuellement, je ne sais pas, c'est la question que je vous pose, une cible délibérée. Et puis ma deuxième question concernait les scénarios, et le quatrième scénario que vous considériez le plus probable, c'est l'enlisement du conflit, en faisant des comparaisons avec des conflits antérieurs. Est-ce que vous ne pensez pas que l'attente de l'électorat de Trump, son programme, la personnalité même du président fait que l'histoire, il n'est pas garanti que l'histoire se renouvelle dans ce conflit entre les USA, Israël et les Iraniens? Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Est-ce que l'Europe peut être une cible? Oui, bien sûr, elle l'a déjà été. Pendant la guerre Iran-Irak, là encore, je vous renvoie à mon livre, elle l'a été réellement et lourdement. Ceci étant posé, je ne pense pas qu'on soit une cible prioritaire. Donc il y a bien d'autres cibles, si vous voulez, pour élargir et embêter, entre guillemets, les États-Unis. Mais oui, le risque existe, c'est certain. L'enlisement du conflit, le paradoxe, c'est que Donald Trump voulait éviter à tout prix, au début de la crise, quand il a commencé à s'intéresser de près au dossier, deux écueils. Le premier, c'était l'Irak, c'est-à-dire se laisser entraîner dans un bourbier. Le deuxième, c'était probablement les lignes rouges d'Obama par rapport à la Syrie, c'est-à-dire se faire humilier. Donc, tout ce qu'il a fait, encore une fois, qu'on lui ait tordu la main ou qu'il l'ait fait de manière volontaire, en tout cas, il a fait avec, je pense, cet objectif qui était d'éviter ces deux écueils. Est-ce qu'il ne va pas tomber dedans? Alors le côté ligne rouge, je ne pense pas, puisque finalement il y est allé. Le côté enlisement, c'est une option. Donc si il est logique avec lui-même, il peut avoir tendance à rétro-pédaler à un moment donné pour dire bon, maintenant ça suffit. J'ai fait ma démonstration, maintenant débrouillez-vous. C'est possible. Mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, plus le conflit va s'alourdir, plus il y aura au-delà des morts américains, c'est-à-dire des soldats américains tués, c'est le côté humiliation, c'est-à-dire si un destroyer est fortement touché, si des navires coulent, c'est la guerre.
Mais quelque part, c'est aussi une humiliation à la technologie américaine, à la domination américaine. Donc là, Donald Trump, poussé sans doute par le Pentagone, va dire, bon là maintenant il faut leur donner vraiment une leçon. Et puis c'est l'escalade, et ainsi de suite. C'est ma réponse. Merci beaucoup. Hélène Conway-Mouret en direct de sa visio. Oui, bonjour. Merci Président et merci infiniment pour vos analyses qui sont incroyablement précises. Moi, je voudrais rebondir sur deux choses. Donc, vous avez déjà abordé la recomposition. Aujourd'hui, est-ce que on peut envisager l'impact sur le plan global de ce qui se passe dans la relation UE-US, puisqu'on voit que les Européens ne sont pas tous unis dans la réponse à apporter quant à le fait que notamment les avions américains utilisent le sol européen. L'Espagne qui aujourd'hui se retrouve un peu isolée par rapport à l'engagement d'autres pays européens. Et donc, est-ce que c'est une façon aussi pour les États-Unis, quelque part, eh bien de s'attaquer à ce bloc européen qui les sacre, puisque pour lui, l'Europe unie, en fait, est un concurrent et que Donald Trump a bien compris que en s'occupant des pays individuellement, personne ne peut lui résister, mais malheureusement, l'Europe unie le peut. Donc, l'impact sur cette relation et l'impact aussi sur ce qui se dessinait, à savoir les États-Unis d'un côté avec l'Europe qui suit, et ce que l'on a appelé le Sud global, c'est-à-dire le reste du monde, plutôt tenté par la Chine qui utilise des moyens il n'utilise en tout cas pas la brutalité ni politique ni diplomatique pour notamment en Afrique s'implanter. Et puis ce Sud global où à la fois la Russie et la Chine appartenaient. Et aujourd'hui, est-ce que cela peut avoir un impact global sur la façon dont un grand nombre de pays finalement se tournaient vers cela pour en réaction à l'attitude américaine? Ça, c'est la première question. Il y a un pays dont on n'a pas parlé, c'est la Turquie. Alors, vous dites très justement que beaucoup de pays voient d'un bon œil, en effet, un Iran qui soit affaibli, parce que si celui-ci économiquement se relevait, ça pourrait être fulgurant et avoir un impact négatif sur ses voisins. Néanmoins, je crois que ces pays voient d'un mauvais œil le fait que les populations puissent également se révolter et mettre à mal un régime autocratique, puisque la plupart des voisins ne sont pas de grandes démocraties. Donc, comment situez-vous la Turquie finalement? Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. Donc la question est quel rôle pour la Turquie qui voulait dans un premier temps être celui qui pouvait servir finalement les négociations et qui se retrouve tiraillé entre deux sentiments opposés. Et puis le dernier point, c'est sur les accords de défense. Alors nous signons un grand nombre d'accords de défense et ils passent régulièrement au Sénat avec des pays. Ce sont quand même des accords qui nous engagent. Je ne pense pas que nous pensions en effet que la France se retrouve impliquée malgré elle à assurer la protection d'autres pays, mais de fait, par la signature de ceux-ci qui nous permettent peut-être de vendre quelques matériels militaires, c'est quand même ce qui nous engage ensuite sur le long terme. Et donc, comment voyez-vous la place de la France ou l'attente qui peut être faite d'un grand nombre de ces pays dans la région avec lesquels nous avons signé ces accords? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, et heureux de vous revoir, même en visio. La recomposition, l'impact sur la relation États-Unis-Europe. Au passage, à ma connaissance, les appareils américains ne sont basés, ou en tout cas que sur le sol britannique, ou sur des bases britanniques. À ma connaissance, ceux qui sont partis sur les missions, donc sur l'Iran, n'ont pas décollé de bases de pays de l'Union européenne, de ce que je sais en cet état.
Je ne pense pas du tout que ce soit la priorité de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, la Maison-Blanche n'a pas fait la guerre à l'Iran pour affaiblir encore un peu plus les Européens et les mettre dans une situation d'encore plus grande dépendance. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça de toute façon pour y arriver. Donc je pense que c'était pas dans l'équation du tout. Sur le reste du monde, oui, alors c'est intéressant, c'est une très bonne question aussi. Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que les Chinois et les Russes, voire les Indiens, vont bénéficier de finalement ce qui se passe et de ce côté à la fois Donald Trump et les États-Unis qui font peur à tout le monde et les Européens qui font plus peur à grand monde? Oui et non, parce que les pays du Sud sont quand même en attente de protection, entre guillemets, bien sûr de partenariats économiques, mais aussi de gens qui vont réellement les soutenir sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Or là, ce que l'on voit, c'est que pour l'instant du moins, les grands absents de la crise, c'est la Chine et la Russie, même si Pékin et Moscou peuvent, on ne sait pas, mais peuvent par exemple alimenter l'Iran en images satellites, en données, en renseignements, en informations, mais en tout cas rien de visible. Donc cette passivité n'est peut-être pas, la plus, non pas la plus souhaitable, mais en tout cas c'est pas ce qui va convaincre les pays de ce que vous appelez le Sud global de se tourner en priorité vers, il me semble, vers Moscou et vers Pékin. Les accords de défense, oui, bien sûr, c'est aussi la diplomatie du carnet de chèques, c'est-à-dire que quand on se dit on va faire de bonnes affaires, mais en fait on n'aura jamais à délivrer, et c'est peut-être la question à se poser d'emblée, quoi. Je vous rappelle tous que le contrat mirifique de Rafale aux Émirats Arabes Unis n'a pas encore commencé à être délivré. C'est ce qui veut dire que je me mets à la place de l'État français et de la société Marcel Dassault. Si vous voulez garder le contrat, qui est quand même 80 Rafales, il faut nous montrer que vous êtes présent. Donc oui, c'est dans un contrat, il faut lire toutes les clauses. Et la Turquie, bien sûr que la Turquie a... La Turquie, avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, est l'autre poids lourd de la région. Au moment de la chute de la Syrie, de la fragmentation de l'Irak, de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, on a eu tendance à dire, en fait, la Turquie et Israël sont les deux hégémons qui émergent du Moyen-Orient. J'ai l'impression que la Turquie a compris son environnement et qu'elle a compris aussi qu'elle avait besoin de l'OTAN et donc des États-Unis. Ce qui lui met probablement un petit peu de réalisme dans sa stratégie. Donc pour la Turquie, bien évidemment, la Turquie, il faut se rappeler, la Turquie et auparavant l'Empire ottoman se sont affrontés avec la Perse ou l'Empire perse bien avant que ce soit l'Iran, globalement pendant 4 siècles, jusqu'au XVIIe siècle et le traité de Kasr-e-Shirin en 1679. Depuis, ils ont résolu à peu près leurs différends, les frontières sont stables, de toute façon il y a de la grande montagne, de la haute montagne entre les deux, et ils sont rivaux, mais plus adversaires. Je pense que c'est cette logique-là que et les uns et les autres veulent préserver. Alors ensuite, y compris pour la Turquie, un Iran faible, ça présente des risques et des opportunités. C'est sûr qu'un Iran très affaibli, voire chaotique, pour tous les voisins de l'Iran, c'est un risque de déstabilisation majeur. C'est aussi le risque que peu de médias ou peu d'experts pointent, qui est le côté, précédent et modèle. C'est-à-dire que pour les populations du Golfe, je parle pas des expatriés, mais des citoyens des monarchies du Golfe, voir qu'un régime aussi dur et impitoyable que le régime iranien peut tomber sous l'aspect et sous les coups de butoir, certes un petit peu extérieurs, mais aussi de la population, ça peut donner des idées à certains.
Et je pense que ça fait extrêmement peur aux dirigeants golfiens. Voilà. Merci beaucoup. Et Ludovic et. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour vos propos extrêmement précis et concis. Je vais essayer de l'être tout autant, si je suis un des derniers intervenants. Donc, je voulais avoir votre... Vous avez déjà abordé un certain nombre d'éléments de réponse par rapport aux questions précédentes de mes collègues. Je voulais avoir votre analyse par rapport à la volonté quasi immédiate de l'Iran de mêler rapidement des pays voisins dès les premières heures du conflit. Est-ce que, selon vous, c'était une volonté aussi de vouloir diluer le conflit, de le complexifier, peut-être aussi? Donc, j'aurais bien aimé avoir votre sentiment sur ce sujet-là. Et puis, l'autre partie de ma question concerne la corruption. Quel rôle peut jouer le niveau de corruption dans l'enlisement du conflit? Vous en avez abordé une partie, vous l'avez abordé dans votre présentation. On sait que la corruption est un élément moteur pour toute une partie de la population qui est favorable au changement de régime, mais c'est aussi un frein pour toutes celles et ceux qui en ont bénéficié. Je parle évidemment de l'Iran, mais je pourrais dire la même chose avec le Hezbollah au Liban. Voilà, on est quand même dans un certain nombre de pays où la corruption est quand même là depuis des décennies, et je voulais voir avec vous s'il y avait une volonté, s'il y avait une possibilité de contrer ça de manière militaire ou géopolitique, ou tout simplement que ce serait très très compliqué, et donc qu'on allait vers un enlisement. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Sénateur. Alors, pour l'Iran, pourquoi impliquer les pays voisins? Bien sûr, pour complexifier l'équation, c'est évident. Donc pour diluer et rendre plus difficile à résoudre le conflit, mais aussi pour faire pression, bien sûr, pour leur dire, regardez, paradoxalement, même si c'est présenté par la presse, voire par les dirigeants comme des frappes massives, etc. Non, ce ne sont pas des frappes massives. Les frappes massives, c'est ce qui s'est passé en juin 2025, de part et d'autre, aussi bien en Israël qu'en Iran. Donc c'est un moyen aussi de faire pression, c'est-à-dire en fait de convaincre les pays touchés d'exercer eux-mêmes des pressions sur les États-Unis pour leur dire bon, arrêtez les frais là. Voilà, c'est ma réponse. Et l'impact de la corruption sur l'enlisement du conflit, s'il n'y a plus de revenus, il y a plus de, enfin c'est pas qu'il y a plus de corruption, mais c'est que vous asséchez quand même indirectement la corruption. C'est que vous asséchez, la corruption. Enfin, pardon, disons les réseaux et les prébendes. Donc, ceux qui en bénéficiaient, bien évidemment, ont plutôt intérêt à ce que ça s'arrête. Ça, c'est pour ceux qui en bénéficiaient sans être mouillés jusqu'au cou. Par contre, pour les autres, c'est une question de survie physique, y compris. Donc, ceux-là iront jusqu'au bout. C'est ma réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Moi, les questions sont épuisées, mais j'aurais une petite question. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué le possible enlisement du conflit avec la possibilité pour les Iraniens, selon les scénarios envisagés, soit de stocker des armes pour pouvoir les utiliser ultérieurement, pour pouvoir faire durer le conflit. On comprend bien que, compte tenu de l'arrivée des élections de midterm aux États-Unis, certains n'ont pas nécessairement envie que ça dure. Ou alors l'incapacité peut-être de les envoyer, enfin de les mettre sur, de les envoyer parce que leur lanceur aurait été endommagé. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de l'état du stock, parce que on parle des stocks américains, des stocks israéliens, de la possible diminution de ces stocks de manière importante, avec le risque évidemment de voir les stocks prévisible ou prévu pour l'Indo-Pacifique être touché ou pas touché, mais les Iraniens, dont on sait qu'ils avaient des stocks assez importants de missiles, doivent aussi avoir des stocks limités, et surtout leurs lanceurs ou leur capacité de lancement ont été considérablement endommagés, semble-t-il, par les forces israéliennes et américaines. Quel est l'état aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Merci, Monsieur le Président. Dans les études qu'on a faites après la guerre des 12 jours, donc en fait l'été dernier, on évaluait, c'était à peu près la plupart des experts, évaluaient entre le fait que l'Iran devait encore détenir probablement entre 600 et 1000 missiles à longue portée capables d'atteindre Israël, c'est-à-dire d'une portée supérieure à 1600 km, et devait avoir encore 1200, plus d'un millier, 1000-1200 missiles balistiques à courte portée, c'est-à-dire 300-500 km, c'est-à-dire ceux qui sont tombés clairement sur les voisins.
Je lisais donc la traduction de la presse iranienne ce matin qui communiquait. Alors là aussi, il faut bien comprendre qu'on est en pleine guerre de l'information à fond des deux côtés. Côté israélien, enfin des trois côtés, côté israélien, côté américain, côté iranien. Disons que les Iraniens ont communiqué sur le fait que depuis samedi, ils auraient tiré environ 500 missiles balistiques. Sur ces 500, ça veut dire probablement moitié-moitié, c'est-à-dire moitié à longue portée sur Israël, moitié à courte portée sur les pays du Golfe. Donc vous voyez, s'il en restait mettons 800 plus, s'il en restait 2000, ils en ont tiré 500. Alors il y en a bien sûr un certain nombre qui ont été détruits dans leur cache et dans les endroits. Donc il en reste quand même. La vraie donnée, ce sont les lanceurs. Les lanceurs, ce sont ce qu'on appelle les véhicules, vous savez, à 12 roues, là, érecteurs, qui leur permettent de sortir des cavernes, des montagnes, là où les missiles sont cachés, pour les sortir sur les zones de tir, les mettre en position et les tirer. Et ça, les lanceurs, c'est paradoxalement pas si facile à trouver. Et là, par contre, le nombre de lanceurs a été considérablement limité, en tout cas réduit, puisque les Israéliens disent, enfin les Américains et les Israéliens disent qu'ils auraient détruit 200 lanceurs. Nous, dans l'étude qu'on a fait donc en juin, on pensait qu'il restait probablement autour de 250 lanceurs à l'Iran. Donc ça veut dire qu'il en reste peut-être une cinquantaine, probablement moins, si ça en fonction des chiffres, puisque là encore, on est en pleine guerre de l'information de chaque côté. Donc ça veut dire qu'ils en ont encore. Qu'ils en ont encore, mais que la capacité à durer est quand même limitée, d'autant plus que, compte tenu du nettoyage du ciel iranien et de la capacité des Israéliens et des Américains de survoler le ciel iranien sans trop de difficultés, on imagine bien que la capacité de production de matériel nouveau doit être considérablement diminuée, et donc ils doivent vivre sur des stocks sans avoir la possibilité de les reconstituer. Aujourd'hui, ont-ils, c'est une question que je pose, mais j'ai un peu la réponse, mais comme on est diffusé, ont-ils des alliés susceptibles de leur fournir de nouveaux matériels ? Oui, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui, et ça c'est une question aussi intéressante peut-être, on voit bien aujourd'hui que la Chine et que la Russie principalement n'ont pas levé le petit doigt pour aider leur allié iranien, qui lui pourtant avait soutenu activement la Russie dans son combat contre l'Ukraine. Je pense qu'ils s'en souviendront. Quelles peuvent être les conséquences de cette absence de soutien des alliés à l'Iran ? Ça fait clairement partie de l'équation de ce qui est en train de la lutte de pouvoir aujourd'hui à Téhéran. C'est-à-dire que vous avez ceux qui sont, disons, proches de la Chine, ceux qui ne jurent que par la Russie, pas du tout sur le plan politique, parce qu'en Iran, tout le monde déteste la Russie. Enfin, quand je dis la Russie, c'est pas la Russie, mais disons... tous les Iraniens et tous les dirigeants iraniens se méfient au plus haut point et ne font aucune confiance aux Russes, depuis toujours. Et ça n'a pas changé. Mais il faut parfois s'allier pour des partenariats quand vous êtes en difficulté, parce que vous avez des intérêts communs, et c'était le cas avec la Russie. Donc oui, bien sûr que dans la lutte de pouvoir, entre ceux qui disent en fait il faut négocier avec avec les États-Unis, ceux qui disent en fait il faut se réarmer avec les Russes, et ceux qui disent non en fait il faut se tourner définitivement vers les Chinois, vous avez cette lutte de pouvoir, et ces trois camps vous les avez au sein de chaque faction, c'est-à-dire que parce que j'allais pas dire que c'est un sujet sociétal, c'est un sujet éminemment stratégique, mais comme c'est éminemment stratégique, quel que soit votre où qu'aille votre cœur, quand vous êtes dans ces cas-là iraniens, vous allez vous dire, en fait, fondamentalement, qui est le plus à même de m'aider ? Est-ce que ce sont sur le long terme les États-Unis, la Russie ou la Chine ? La réponse est évidemment, dans un monde idéal, les trois, mais comme ce sera probablement plus difficile, à un moment donné, il faut trancher. Donc bien sûr que ça fait partie de l'équation de la lutte pour le pouvoir aujourd'hui à Téhéran. AFP qui vient de tomber comme selon laquelle Mojtaba Khamenei serait pressenti pour succéder à son père. Donc un de vos scénarios est en train de peut-être se réaliser, c'est pas le meilleur.
C'est pas le meilleur, et c'est clairement celui qui va vers le 4e scénario. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'était une audition absolument passionnante qui permet en tout cas de clarifier les enjeux de ce conflit en Iran et qui nous permet aussi d'en mesurer les implications régionales ou les conséquences régionales. C'était particulièrement riche et intéressant. Votre expertise nous a permis évidemment de replacer ce conflit dans un contexte géopolitique beaucoup plus large, pas rassurant, mais plus large. En tout cas, c'était très intéressant, je vous remercie, ça a permis d'éclairer chacune et chacun d'entre nous et j'espère aussi celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu aussi rapidement à l'invitation de la Commission et puis nous ne manquerons pas évidemment de vous réauditionner si, quand les choses auront un peu évolué ou quand elles se seront décantées. Merci beaucoup en tout cas à celles et ceux qui ont participé à cette audition. Merci à vous. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.